Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, était interrogé par la Commission des affaires économiques du Sénat, en particulier sur la question de la couverture numérique des territoires, une nécessité qu'il a soulignée, tout en notant que les échéances du gouvernement 2020 et 2022 lui semblent irréalisable afin de respecter cet objectif final de raccordement de 100% des Français au très haut débit d'ici 2022. L'ARCEP insiste donc, vous allez le voir, sur la nécessité de veiller à la cohérence du déploiement des réseaux de fibre optique. Et puis dans cet avis, dans cette audition, l'autorité révèle que les déploiements des opérateurs privés restent insuffisants pour respecter leurs engagements, y compris dans les grandes villes. Sébastien Soriano, le président donc de l'ARCEP, appelle à une accélération très sensible de leurs efforts dans les territoires ruraux. L'ARCEP souligne que les initiatives privées elles doivent impérativement tenir compte des réseaux publics afin de préserver la dynamique collective en faveur du très haut débit. Voilà, donc tout de suite, on écoute cette audition. Écoutez, d'abord pour vous dire que je suis absolument ravi de cette audition. On a un petit slogan à l'ARCEP à propos des autorités indépendantes où nous considérons qu'il ne faut pas mélanger indépendance et indépendantisme. Indépendance, nous en avons cruellement besoin pour faire face à des acteurs parfois très puissants et pour pouvoir transcender les intérêts particuliers et faire en sorte que ce soit vraiment l'intérêt général dans ce secteur essentiel des télécoms qui prévale. Et en même temps, notre action doit se situer à l'intérieur d'une marge globale. Et évidemment, le Parlement et le Sénat est une voie essentielle. Et le fait de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter notre action, d'avoir vos retours, est pour nous quelque chose d'extrêmement précieux pour définir la bonne direction de la régulation. L'ARCEP a, il y a 2 ans maintenant, fait un exercice de revue stratégique dans lequel elle a rebalayé quels étaient les sujets prioritaires qui devaient être mis sur le dessus de la pile, quels devaient être ces axes stratégiques qu'elle devait poursuivre. Et à l'intérieur de ces axes stratégiques, il y en a 2 qui sont ressortis de manière particulièrement forte. Le premier, c'est une réorientation du marché pour que ce marché concurrentiel des télécoms que nous avons et qui a apporté des prix très attractif pour les consommateurs, et il faut s'en réjouir, soit aussi un marché qui investisse fortement. Parce que le secteur des télécoms construit les infrastructures du futur, que sont les réseaux fixes et mobiles, ça a un coût, il y a des enjeux de rentabilité, et donc il était indispensable de faire repartir la machine à investissement. Et la deuxième priorité très importante que nous avons assumée, c'est la question des territoires connectés. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, c'est évidemment important d'avoir un secteur qui soit compétitif, mais on sait bien qu'un secteur qui obéirait purement à des logiques économiques pourrait être tenté de faire de l'écrémage, de ne pas couvrir tous les territoires. Et donc bien que ce ne soit pas nécessairement la responsabilité toujours du régulateur lui-même de veiller à cet aménagement du territoire, c'est un objectif tellement important que même s'il est mis en œuvre par d'autres institutions, dont le gouvernement, à travers des programmes, le plan France Très Haut Débit ou de couverture mobile, eh bien, le régulateur doit dépenser beaucoup d'énergie pour aligner son action vis-à-vis de cet objectif d'aménagement du territoire. Et donc je suis particulièrement heureux de venir faire le point sur ces sujets. Alors je vais d'abord vous présenter des enjeux concernant le marché du fixe, de l'Internet fixe, et je laisserai la parole à Pierre-Jean Bengozi pour vous présenter des enjeux concernant le mobile, dans le respect bien évidemment du timing que vous avez précisé, Madame la Présidente. Ce que je voulais vous dire en introduction, et ça répond aussi à la question que vous m'avez posée, Madame la Présidente, sur la consolidation, c'est que cette obsession avec laquelle nous régulons le marché des télécoms en faveur de l'investissement commence à porter ses fruits. Et je crois qu'il faut vraiment s'en féliciter. Le marché des télécoms a eu un investissement d'environ 7 milliards d'euros par an de manière assez stable ces dernières années. La machine à investir maintenant est repartie. Cet investissement est passé à 8 milliards d'euros en 2015. 9 milliards d'euros en 2016. Nous avons bon espoir que ça continue à augmenter. Et donc nous avons un marché qui est là, qui est présent pour répondre à la question de l'investissement. Il ne s'agit pas de donner les félicitations du jury, parce que
c'est une machine qui est en marche, mais de donner des encouragements, de reconnaître cet effort qui est en train d'arriver, ce qui nous conforte dans notre stratégie de tout faire dans notre régulation pour favoriser l'investissement. C'est aussi pour cette raison que je ne suis pas favorable, en tout cas dans les conditions actuelles, à ce que le marché se consolide, parce que nous voyons une combinaison qui fonctionne aujourd'hui, avec ces 4 opérateurs qui se font concurrence, mais en même temps investissent beaucoup. Et donc, il nous semble que la priorité, c'est que ce marché qui maintenant est au rendez-vous de l'investissement délivre, avance, et ne soit pas nécessairement concentré sur des enjeux un peu nombrilesques, si vous me permettez cette expression, et qui s'intéresse plus à lui-même qu'aux Français. S'agissant de la question du fixe, donc, d'abord, considération très générale à propos du fait que le marché du fixe fonctionne de manière très différente de celui du mobile. Le marché du fixe, ce sont des investissements assez longs, des cycles d'investissement extrêmement longs. Quand on parle d'installer la fibre optique, c'est pour potentiellement plusieurs décennies. Alors que dans le marché du mobile, la 2G, la 3G, la 4G, demain la 5G, ce sont des cycles d'investissement plutôt de 5 ou 10 ans en général. Donc on est sur un fonctionnement du marché assez différent. Le marché du fixe aussi est évidemment marqué par un ancien monopole, qui est celui de France Télécom avec maintenant Orange, la boucle locale en cuivre, et qui continue à maîtriser des infrastructures assez importantes, dont les infrastructures de génie civil. Un autre enjeu également auquel s'attache beaucoup l'ARCEP, de manière transversale à la question fixe et mobile, je n'y reviendrai pas en détail, mais simplement si vous avez des questions sur ce sujet, je suis prêt à y répondre, c'est la question des entreprises, la connectivité des entreprises sur les territoires, et particulièrement des TPE et des PME. Et l'un de nos axes importants, un de nos travaux très importants que nous avons engagés, c'est de faire baisser dramatiquement le prix d'accès des PME et des TPE à la fibre. Et donc c'est un chantier sur lequel je pourrais revenir si vous le souhaitez. Alors concernant le très haut débit, l'Internet fixe, pour rappeler très brièvement comment ça marche aujourd'hui, le cadre français prévoit d'abord un partage des tâches. C'est le plan France très haut débit qui, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc le gouvernement s'est tourné vers le marché en 2011 pour demander qui est prêt à investir à quel endroit. Sur la base de ça, un certain nombre d'engagements ont été pris dans la fameuse zone AMI, appel à manifestation d'intérêt d'investissement, et donc qui ont cristallisé une zone privée. Et à l'intérieur de cette zone privée, il y a eu un partage des tâches entre ceux qui s'étaient portés candidats pour investir, principalement Orange et SFR. Et donc, il y a eu un accord qui a été passé entre ces acteurs qui amène à un partage des tâches d'environ 85% pour Orange, 15% pour SFR à peu près, dans cette fameuse zone AMI. Pour le reste du territoire, implicitement, la responsabilité d'amener la fibre a été donnée au territoire, aux départements, aux régions, avec le soutien financier du plan France très haut débit. Ça, c'est pour le partage des tâches. Par ailleurs, il y a un cadre de régulation que nous avons mis en place et qui est un cadre de régulation qui favorise la mutualisation des réseaux. Ce qui nous a semblé très rapidement, en tant que régulateur, et d'ailleurs le législateur nous a totalement soutenus en ce sens avec la loi de modernisation de l'économie, c'est que quand il s'agit de bâtir une nouvelle infrastructure, ce serait quand même stupide de devoir aller plusieurs fois dans les cages d'escalier, rouvrir 10 fois les tranchées pour déployer plusieurs réseaux en parallèle. Alors que la fibre optique permet un partage du réseau qui respecte la capacité d'innovation des différents acteurs, ce qu'on appelle le partage passif, dans lequel chaque opérateur peut garder son électronique propre et donc avoir vraiment une inventivité et une indépendance par rapport à ses concurrents. Et donc c'est ce modèle de la mutualisation que nous avons mis en place et que nous faisons vivre aujourd'hui. Je précise également donc, que dans le partage des tâches, il y a aussi un partage des tâches publiques entre le gouvernement, qui est responsable donc, de cette architecture d'ensemble du plan France très haut débit et des soutiens publics, et l'ARCEP, qui régule les acteurs économiques dans la mise en œuvre de ce partage des tâches. Alors, dans l'avis que nous rendons aujourd'hui, que nous publierons demain, que nous vous avons rendu concernant la fibre, qu'est-ce que nous disons dans cet avis ? Alors, premièrement, nous partageons pleinement l'ambition du gouvernement de vouloir conforter les objectifs du plan France très haut débit, d'avoir du très haut débit pour tous en 2022 et de pouvoir, le cas échéant, l'accélérer avec notamment un point de rendez-vous en 2020
avec un fameux bon haut débit pour tous. Donc nous sommes tout à fait favorables à cette accélération. Nous en prenons notre part, puisque dans les toutes prochaines semaines, l'ARCEP va libérer un certain nombre de fréquences qui vont permettre aux territoires qui le souhaitent d'utiliser une technologie qui s'appelle très haut débit radio, qui va permettre d'apporter des réponses avec des débits importants dans les territoires qui souhaiteront se saisir de cette opportunité, avec des modalités que nous ferons très simples, de manière à ce que ce soit quelque chose qui puisse se développer très rapidement. De manière générale, en ce qui concerne les solutions technologiques qui permettent d'apporter des réponses, notamment des réponses rapides, nous insistons dans notre avis sur la nécessité d'être pragmatique, de chercher vraiment toutes les solutions possibles. Et notamment, nous pointons l'intérêt qu'il y aurait à chercher des synergies entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Puisque on sait bien qu'il y a une ambition qui est d'apporter le mobile, on va en parler après, Pierre-Jean Mégauzy en parlera. Quand on apporte la 4G dans certains territoires, eh bien, le fait de pouvoir utiliser cette 4G pour faire un accès à Internet à haut débit de quelques mégabits, on parle de 8 mégabits pour le bon haut débit pour tous, ça peut être une solution transitoire tout à fait intéressante. Ça ne doit pas, bien évidemment, nous priver d'une ambition pérenne d'avoir un réseau très haut débit, si possible en fibre optique qui arrive, mais en tout cas ça peut être une solution d'attente qui nous paraît tout à fait pragmatique à considérer. Alors s'agissant du projet plus particulier de SFR, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le fait que c'est d'abord une bonne nouvelle qu'un acteur comme SFR nous dise qu'il est prêt à investir des sommes d'argent importantes pour investir dans les territoires français. Je crois que ça ne peut que être une bonne nouvelle. S'il vous plaît, laissez, je vais y venir. Laissez parler M. Soriano. Je vais y venir. Pour autant, dans notre avis, ce que nous disons de manière extrêmement claire, c'est qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Et qu'il y a, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, des territoires qui se sont mobilisés sur la base de déclarations d'investissement qui ont eu lieu en 2011. Et entre guillemets, ceux qui ont laissé passer les trains n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Donc SFR a eu l'opportunité de faire des déclarations d'investissement à ce moment-là. Et donc, le fait que dans certains territoires, dans beaucoup de territoires, il y ait des élus qui se soient mobilisés, des projets publics qui soient en marche, c'est quelque chose qui doit être respecté. Et donc ce que nous disons très clairement à SFR dans cet avis, c'est que leur volonté d'investir dans les zones les plus rurales, où il y a déjà des projets publics qui sont initiés, pour nous ne sont acceptables qu'à deux conditions impératives. La première condition, c'est que ces interventions se fassent en plein accord avec les porteurs de projets des réseaux d'initiatives publiques. Donc ça veut dire pas de débauchage, ça veut dire pas d'intimidation, ça veut dire pas de double déploiement sans concertation. Et deuxièmement, lorsque il y a un accord qui est trouvé entre SFR et les élus dans ces territoires-là, parce qu'on peut comprendre des territoires qui se disent, plutôt que d'avoir un projet public, pourquoi pas faire confiance à un acteur privé qui le ferait sans subvention? Pourquoi pas? Et dans ce cadre-là, ce que nous disons, c'est que les intentions d'investissement de SFR doivent être très clairement écrites et devenir juridiquement contraignantes. Il y a un dispositif juridique qui permet désormais de le faire. Il a été adopté dans le cadre de la loi pour une République numérique. C'est l'article L. 33-13 du Code des postes et communications électroniques qui permet à un opérateur de proposer des engagements, en l'occurrence au ministre chargé des communications électroniques, mais enfin, celui-ci, évidemment, peut travailler en bonne intelligence avec les élus locaux. L'ARCEP rend un avis pour vérifier que ces engagements sont suffisamment solides et vérifiables. Une fois que l'engagement est adopté, il devient juridiquement contraignant. Il est contrôlé par l'ARCEP, qui peut imposer des sanctions en cas de non-respect de ces engagements, pouvant aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. Donc voilà les conditions dans lesquelles nous pensons que la volonté très positive d'SFR d'investir peut être compatible avec l'aménagement du territoire, peut être compatible avec l'action des élus locaux sur le terrain. Donc ça, ce sont pour les zones dites d'initiative publique.
Pour les zones d'initiative privée, l'avis de l'ARCEP a fait un pointage extrêmement précis de l'état des déploiements. Et, mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes inquiets, parce que les projections que nous faisons de l'investissement de Orange et SFR dans ces zones privées, si nous tirons des droites à partir des rythmes actuels de déploiement, eh bien, nous serons en retard. Nous voyons que ces déploiements s'achèveront au mieux en 2023. Donc ça veut dire non seulement pas en 2022, mais pas non plus en 2020, qui était l'objectif sur lequel ces acteurs s'étaient engagés en 2011. Donc nous tirons la sonnette d'alarme et nous appelons de manière pragmatique à utiliser toutes les volontés d'investissement qui se manifestent en ce moment, non seulement celle de SFR, mais aussi celle de Bouygues et de Free, à travers un repartage de cette zone amie qui permettent, il ne s'agit pas de récupérer des parties à Orange pour embêter Orange, ce n'est pas ça le sujet, qui permettent simplement de mieux répartir la charge entre les acteurs pour aller plus vite, pour apporter ce très haut débit plus rapidement. Évidemment, là aussi, nous encourageons à ce que les intentions d'investissement qui pourraient être prises dans le cadre de ce repartage de la zone amie fassent aussi l'objet d'engagements juridiquement contraignants dans le cadre de cet article L3313 du Code des postes et communications électroniques. Nous ne voulons pas être naïfs. Nous savons que nos recommandations pourraient ne pas être suffisamment incitatives ou dissuasives. Et donc notre avis propose également deux types de mesures. D'abord des mesures pour conforter le modèle de la mutualisation, c'est-à-dire le modèle dans lequel il y a un seul réseau. Nous faisons plusieurs recommandations pour que le réseau mutualisé soit plus attractif, pour que les opérateurs y trouvent aussi davantage leur compte à participer à ce réseau mutualisé plutôt que d'en faire un deuxième en parallèle. Donc nous voulons être dans l'incitation d'abord sur ce plan. Mais nous voulons aussi être dans la dissuasion, pour éviter la politique du fait accompli et pour éviter la politique de l'intimidation que je crois personne ne souhaite. Et donc nous proposons dans cet avis l'hypothèse d'un statut de réseau d'aménagement numérique qui pourrait être conféré à des projets. Nous pensons évidemment aux projets publics, mais ça peut être potentiellement des projets privés, des projets qui auraient une ambition d'aménagement numérique large, et en contrepartie de cette ambition large et de ces engagements, donc qui porteraient sur un territoire important pour éviter ces fameux débauchages, en contrepartie de cet engagement et de cette ambition, eh bien, il y aurait un accès facilité à un certain nombre de ressources rares qui sont nécessaires pour les déploiements. Donc l'installation, par exemple, des armoires de rue, dont on sait que ça peut poser problème quand même de les démultiplier. Tout l'accès aux infrastructures de génie civil, parfois sur les réseaux aériens, par exemple, le fait de devoir poser plusieurs câbles de fibre, ça peut poser des contraintes. Et donc, si quelqu'un prend un engagement d'avoir une couverture large, c'est normal qu'il ait un accès privilégié, qu'il puisse passer en premier, entre guillemets, sur ces infrastructures. Et puis également dans la propriété privée, évidemment, sur lequel les copropriétés sont moins présentes dans les zones rurales et dans les zones périurbaines, mais ça peut quand même arriver. Et donc, de donner là aussi un accès privilégié à celui qui prendrait un engagement plus fort pour accéder au territoire. Donc voilà en substance le sens de notre avis. Nous pensons que le modèle global du plan France Très Haut Débit garde toute sa pertinence, que le modèle de notre régulation garde toute sa pertinence, que des duplications inefficaces et désorganisées ne font pas de sens, ni sur un plan économique et sur le plan de la rentabilité, ni pour l'intérêt des Français, que ça présente des risques d'écrémage très forts, des risques de déstabilisation des acteurs qui sont engagés dans ces déploiements très forts. Et donc, nous voulons manier la carotte et le bâton, si vous me permettez, cette expression vis-à-vis des acteurs économiques, en leur donnant plus de place dans le système actuel, s'ils acceptent de jouer les règles du jeu, et en même temps en les dissuadant de vouloir mener des politiques qui seraient désordonnées. Voilà le sens de notre avis. Un mot sur la question de la téléphonie mobile, parce que j'ai découvert assez récemment que quand on va sur le site de l'ARCEP, on voit que les objectifs de couverture aujourd'hui c'est 2027-2030. Ce qui fait froid dans le dos, si vous me permettez. Bon. Le président de la République a dit 2020. Et je vous ai entendu, M. Benghazi, dire quelque chose qui ne m'a pas beaucoup plu. Vous avez dit on va améliorer significativement dès 2020. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République. Il a dit le problème est réglé en 2020. Et ça, croyez-moi, je peux vous dire qu'au Sénat, on sera vigilant là-dessus. Monsieur Chaise.
Bien, merci Monsieur le Président. Merci au Président de l'ARCEP d'être venu effectivement aujourd'hui devant nous pour parler d'un sujet qui intéresse tous les sénateurs et tous les parlementaires et aussi tous les élus locaux. Alors, je vais donc aborder mes questions en deux volets. D'abord sur la téléphonie mobile et donc Hervé Maurey m'a enlevé de la bouche la question que je voulais vous poser sur ce que voulait dire le significativement, parce que on peut pas s'en contenter dans le sens où effectivement aujourd'hui il y a donc une feuille de route qui est en cours de rédaction par le gouvernement. Cette feuille de route a été balisée par le président de la République lors de la conférence des territoires. Il y a effectivement des pistes qui sont ouvertes, ce sont des pistes de négociation. Ces négociations ne sont pas abouties, et, j'allais dire, elles sont difficiles, on en est bien conscient. Moi, je voudrais que vous nous donniez, vous, la position que l'ARCEP a sur les objectifs à atteindre et comment les atteindre. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a des cahiers des charges liés aux licences qui ne sont pas ambitieux. Ces cahiers des charges, ils sont effectivement respectés par les opérateurs, je crois qu'il faut le dire, et les opérateurs n'ont pas toutes les responsabilités, mais l'ensemble des élus et des décideurs n'ont pas, à un moment donné, eu peut-être l'ambition et le courage de demander à ces opérateurs de faire plus. Aujourd'hui, où situons-nous le curseur et quelle est la position de l'ARCEP sur la position du curseur pour que demain, on ait tous le sentiment d'avoir une bonne couverture de téléphonie mobile qui devient effectivement essentielle. Sur l'aspect fixe, donc je suis tout à fait content d'avoir entendu et lu ce que l'ARCEP a écrit et dit sur la saisine que le Sénat lui a fait au mois d'août. Je pense qu'effectivement, le bon sens veut qu'il n'y ait pas de duplication de réseau dans les zones non rentables ou moins rentables et que le bon sens prenne le dessus. Ceci dit, on voit bien que les opérateurs, et notamment SFR, qui fait des propositions de provocation. Je crois qu'on a tous compris que SFR voulait jeter, si ce n'est un pavé, en tout cas un gros rocher dans la mare, pour faire en sorte qu'on puisse rediscuter un certain nombre de choses qu'il a ratées, je crois, à un moment donné de son histoire. Alors, les conditions étaient sûrement différentes au niveau de son actionnariat, etc. Mais néanmoins, l'histoire est là et on ne peut pas donc faire fi de cette histoire. Il faut l'assumer à tous les niveaux. Donc, par rapport à cela, il faut être conscient de cette situation. Il faut effectivement prendre en compte ces nouvelles dispositions, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et tout remettre en cause, voire même aller dans des situations qui sont des situations qui pourraient être de concurrence entre des réseaux publics et des réseaux privés. Donc sur ce sujet, j'ai beaucoup apprécié votre réponse. J'ai beaucoup apprécié aussi un sujet et un fait qui est la position de Bruxelles. Parce que longtemps, on nous a donc jeté le fait que de toute façon, au niveau européen, ça passerait jamais, que la règle d'or était la concurrence par les infrastructures. Il y a effectivement des travaux qui sont faits au niveau de Bruxelles en ce sens et qui vont plutôt dans le sens qu'on exprime aujourd'hui. Et puis vous avez abordé donc un autre sujet qui est le statut zone fibrée. Un sujet dont je suis des plus sensibles, puisque j'avais introduit cet amendement dans le cadre de la loi Macron. J'aurais besoin de précision sur ce statut de zone fibrée, parce que ce statut de zone fibrée, et je vous ai entendu dire, Monsieur le Président, à plusieurs reprises que c'était une arme que vous vouliez laisser sur la table mais ne pas utiliser. De temps en temps, il faut peut-être commencer à la charger. Je ne voudrais pas que le statut de zone fibrée soit un statut de label touristique. Pour dire, voilà, vous voyez, on a dans notre commune ou dans notre territoire un statut de zone fibrée comme on a un statut 4 fleurs ou station verte. Donc, il a été évoqué dans vos dires que ça pouvait être un outil de valorisation des territoires. J'aimerais que vous me disiez en quoi
et précisément, ça peut être un outil de valorisation des territoires, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, vous évoquez aussi que sur les réseaux d'initiative publique, ce statut, pour qu'il soit donc attribué, doit faire l'objet d'une demande commune entre l'opérateur et les collectivités locales. Alors ma question, c'est de dire, est-ce que ce statut sera donné sur l'ensemble du territoire du RIP, ou est-ce qu'on a donc un morcellement qui est une maille plus fine pour pouvoir attribuer ce statut? Enfin, moi je voulais aussi parler de mon inquiétude partagée sur les zones AMI. Il y a de nombreuses années où on évoque cette difficulté, où on demande aux opérateurs de la transparence. On est prêt à les croire, on est prêt effectivement à les accompagner dans la réussite, puisque c'est une réussite collective. Mais je crois qu'à un moment donné, la confiance, elle se perd. Et quand la confiance se perd, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça ne passe plus, le message ne passe plus. Donc, quels sont les moyens que l'ARCEP peut mettre en œuvre pour faire en sorte que les opérateurs nous donnent avec précision les cartes de déploiement et les délais de ce déploiement pour qu'on redonne de la confiance aux élus et qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont nécessaires. Merci. Merci beaucoup Patrick Chaise. Alors seul Patrick Chaise avait un temps aussi important en tant que spécialiste et nous allons revenir à des choses plus raisonnables car vous êtes très nombreux à vouloir prendre la parole. La parole est à Michel Magras. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Monsieur le Président de l'ARCEP. Vous m'excuserez, en espérant que mes collègues ne soient pas trop ennuyés par mes questions à répétition, vous m'excuserez de m'écarter un petit peu du sujet global pour vous poser une question d'actualité. Les Antilles viennent de vivre une période cyclonique relativement inédite. Et cette période cyclonique a eu le mérite de montrer à quel point nos îles sont fragiles, à quel point notre système de communication est fragile, à quel point nous sommes dépendants en termes de continuité territoriale du numérique. J'ai toujours dit que le numérique était la clé de la lutte contre l'isolement insulaire, hein, on est d'accord. Et la réalité, c'est que il va falloir trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple, quelques exemples si je ne m'écarte pas trop du temps. En période précyclonique, tous les messages sont diffusés par le téléphone fixe. Tout le monde reçoit en même temps tous les messages d'alerte, toutes les conduites à tenir, etc. Au moins sur mon territoire. Sauf qu'au moment du cyclone, tout ça tombe à l'eau et il n'y a plus de diffusion. Sauf qu'en même temps, si le système mobile, lui aussi, ne fonctionne plus, les autorités ne peuvent plus communiquer à la population ne peut plus passer de messages d'urgence, il n'y a plus de communication en interne, il n'y a plus de communication avec l'extérieur. Il faut donc trouver des solutions. Donc je vais essayer d'aller assez vite. La collectivité de Saint-Barthélemy souhaite au moins que nous puissions réfléchir à des solutions du style permettre en particulier la diffusion des messages par le système de téléphonie SMS CB, en bon français Cell Broadcast. Ensuite, nous aimerions que vous nous donniez quelques idées sur l'échéancier, ou en tout cas le calendrier de l'attribution des licences 4G LTE qui ont été demandées par les collectivités. Ensuite, la réalité, c'est qu'un seul opérateur s'est manifesté et a pu répondre à la demande immédiate des îles, en particulier de la nôtre. Je ne peux pas parler pour les autres territoires. Et la question que je vous pose, c'est n'est-il pas envisageable, dans un pareil cas, d'aller vers une obligation, parce que vous imaginez les clients, d'aller vers une obligation de mutualisation du service entre les différents opérateurs présents sur le territoire pour permettre à tout le monde d'être satisfait. Je m'arrête parce que j'ai dépassé le temps. Merci Madame la Présidente et mille excuses. 2 minutes 30, effectivement. Monsieur Louis-Jean de Nicolaï pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher de le faire en 1 minute et demie pour
rassurer mes collègues. Oui, juste deux mots. Patrick Chaise a tout dit sur le numérique et notamment la fibre optique et autres. Moi, je voudrais quand même revenir sur la téléphonie mobile parce que dans nos territoires, il y a deux problèmes. C'est la désertification médicale et la téléphonie mobile. Ce que je crois que nos compatriotes attendent, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour couvrir le territoire français. Il y en a qui vous disent qu'il faut 3500 pylônes, il y en a qui vous disent qu'il faut 10 000 pylônes. Il y a déjà des pylônes existants. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de savoir très clairement et à quelle échéance on pourrait vraiment couvrir la totalité du territoire français? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu tout un programme de 2G, 3G. Pardon de dire ça, mais pour les gens, c'est complètement dépassé. On leur explique que la 4G va permettre d'attendre la fibre optique avec une possibilité améliorée de numérique, et on leur dit vous aurez des pylônes aujourd'hui 2G et 3G. Et pardon, ils ne comprennent pas cela. Hein, donc, je crois qu'il faudrait peut-être. Je crois que les Français souhaitent une clarification, en tous les cas en milieu rural, une clarification de la façon dont ils seront servis en téléphonie mobile. 1,08. Hein. Vous êtes parfait. Bon, je vais vous chanter une chanson alors. Est à Martial Bourquin. Oui, Martial Bourquin, je veux le signaler. Monsieur le Président, quelques mots simplement. Je suis assez dubitatif sur la situation. Ça fait 10-13 ans qu'on parle de couverture du territoire et de combattre les zones blanches. Je ne vois pas les choses avancer et je crois que beaucoup de mes collègues sont dans la même situation. On a dit dans un rapport sénatorial qu'il fallait absolument arrêter le démantèlement des cabines téléphoniques tant qu'il n'y avait pas de couverture mobile. Et il faut encourager cela. Mais on sait très bien que les opérateurs sont opposés à trop d'obligations concernant les zones blanches. On a reçu l'autorité de la concurrence. Je peux vous dire, quand l'autorité de la concurrence vient dans des entreprises où il y a des problèmes de concurrence, tout le monde fait attention à ce qui se fait. Vous avez un pouvoir de sanction qui vous a été donné par une ordonnance gouvernementale. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des mises en demeure sur des zones blanches avec l'obligation de les résorber dans un temps suffisamment court pour remédier à ces situations? On va arriver à ce qu'on va avoir deux types de territoires. Des territoires connectés qui auront le très haut débit et on va avoir des territoires ruraux où les médecins vont partir, où les PME, les TPE vont partir parce qu'ils ne sont pas couvertes. Écoutez, moi je vous le dis franchement, Monsieur le Président, usez de votre pouvoir de sanction. Vous parlez de dissuasion, c'est bien, mais si maintenant on n'arrive pas à résorber ces zones blanches dans un temps suffisamment court, eh bien on se retrouvera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et on va faire le même constat. Voilà, excusez-moi, je suis direct, hein, mais répondez-moi clairement, hein, parce que vous avez ce pouvoir de sanction, servez-vous-en, s'il vous plaît. Direct et dans les délais, Monsieur Berry-Debat. Oui, lors de l'audition des opérateurs que nous avons eu dans cette même salle, en présence de vous-même, Monsieur le Président, j'avais posé une question à la fin de la réunion, puisqu'il nous avait dit, on avait posé la question par rapport à l'engagement du Président de la République, est-ce qu'il tiendrait, quelles étaient les conditions? Et ils nous ont répondu, ou ils ont répondu à ma question, en disant tout dépendra des contreparties qui nous seront données. Alors je vous pose aujourd'hui la même question. Nous sommes 3 mois après. Y a-t-il des contreparties qui ont été demandées par les opérateurs? Est-ce qu'elles ont été données et est-ce qu'elles permettent d'atteindre les objectifs qu'avait fixé le Président de la République, qui étaient de 2020? Voilà. Merci. Belle performance. La parole est à Alain Durand. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur les annonces de SFR et vous dire que je ne partage pas votre sentiment qui qualifie ces annonces comme de bonnes nouvelles. Moi, je voudrais vous dire, dans mon département, je suis sénateur de l'Ariège, le département a pris à bras le corps ce chantier de RIP pour déployer la fibre partout et pour tous. Il a pris le train au bon moment pour aller raccorder, vous le savez, les lignes les plus chères et les plus isolées. Que c'est bien gardé de prendre d'ailleurs, la zone amie, on nous l'a laissé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
après les annonces de SFR, c'est plus que des annonces. Moi, des maires m'appellent, ils ont été contactés par l'opérateur qui viennent décrédibiliser le RIP et proposer la construction gratuite de morceaux de réseau. Et vous comprenez bien qu'il n'est pas allé démarcher les prises les moins rentables, qu'il laissera bien sûr au département. Donc aujourd'hui, on remet en cause l'équilibre économique. Le département est en train de réaliser son réseau. Et donc, moi, ma question, Monsieur le Président, même si on sait que dans le cadre réglementaire n'interdit pas de construire des réseaux de fibres en doublon, mais comment se positionne l'ARCEP par rapport aux risques qu'encourent les collectivités, alors que ce bilan de France Très Haut Débit permet enfin de faire avancer le déploiement de manière crédible. En tout cas, moi, je parle de mon département, ça, c'est en marche. En clair, comment, sinon sanctuariser le RIP en termes de déploiement d'infrastructures, au moins comment éviter, pour reprendre vos propos, le débauchage qui remettrait en cause l'équilibre économique des RIP et donc empêcherait d'aller partout et pour tous porter la fibre. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Tocqueville. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, je rebondirai sur l'intervention de Monsieur de Nicolaï concernant les déserts médicaux. Moi, quelquefois on parle de valse des étiquettes. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de la valse des dates. Vous l'avez dit, 2020, 2022, 2023, 2027. Encore une audition et on nous fera du 2033. Lorsque nous avons auditionné les opérateurs, ils étaient tous plus vertueux les uns que les autres et évidemment leurs promesses n'engageaient que ceux qui les croient. Et ça tombe bien parce que nous ne les avons pas trop crus. Mais ceci dit, ça ne nous satisfait pas pour autant. Je rebondis sur la question des déserts médicaux. Alors que le gouvernement veut intervenir sur ce sujet crucial, veut libérer du temps, veut développer la télémédecine pour permettre justement aux territoires ruraux qui sont en souffrance pour ces aménagements, pour essayer de répondre à des demandes légitimes des populations de ces territoires et enfin tout simplement pour respecter la règle républicaine de l'égalité des territoires. Moi je me demande comment on peut répondre à cette nécessaire demande des territoires en matière de télémédecine si par ailleurs, ces mêmes territoires ne bénéficient pas des équipements nécessaires. Alors, vous avez envisagé, me semble-t-il, vous avez mis en place récemment un dispositif qui permet aux consommateurs d'attirer l'attention sur les opérateurs qui ne respectent pas leurs engagements. Est-ce que les élus pourraient, de la même façon, accéder à cette démarche pour attirer l'attention des opérateurs qui ne respectent pas leurs engagements, simplement pour répondre aux légitimes demandes de leur population? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Viviane Artigalas, les Hautes-Pyrénées. Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ARCEP. Oui, moi je voulais vraiment insister avec Monsieur Bourquin sur comment est-ce qu'on peut contraindre les opérateurs à vraiment respecter leurs engagements. Parce que j'ai souvent l'impression que ce que l'on leur demande, ce sont des vœux pieux et qu'ils ne les respectent jamais ou très rarement. Je vais donner quelques exemples. Chez moi, par exemple, je suis dans une zone de montagne où il y a des difficultés effectivement avec le très haut débit, certainement pas le très haut débit, le haut débit déjà, il n'y avait pas la fibre. J'ai appris de façon très anodine, parce que j'ai vu des tranchées, qu'ils étaient en train d'installer la fibre pour les bureaux d'EDF. J'avais à côté de ça une entreprise juste à côté, une entreprise très importante pour le tourisme local, 40 emplois, qui parce que n'étant pas dans les réseaux ou n'ayant pas une envergure nationale, avait soit le téléphone, soit Internet. Parce qu'il n'y avait pas moyen de leur donner les deux en même temps, il n'y avait pas assez de puissance. Cette entreprise est une entreprise
une agence de voyage de trek en montagne qui est dans le monde entier, qui travaille tout par Internet. Et vous imaginez, moi, ils sont venus me voir, maire de la commune, pour me dire qu'ils allaient délocaliser uniquement cette partie de leur... Et j'ai pris la décision d'investir, moi, avec un des fonds d'argent de l'État pour faire cette installation et mettre la fibre jusque là-bas. Voilà. Donc, et je voulais savoir aussi où en étaient les investissements qui ont été promis sur le plan d'investissement de déploiement de la fibre. Je crois qu'il était peut-être parlé de 1,3 à 1,8 milliards d'euros. Est-ce que vous avez des informations sur où on en est sur ce plan d'investissement? Merci. Je donne la parole à Madame Chartron. Cartron, pardon. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais simplement revenir sur ce que vous avez évoqué, cette expérience de carte réalisée en Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis élue d'un département de la Nouvelle-Aquitaine, et je voudrais savoir quels impacts vous avez pu mesurer, est-ce qu'il y a déjà eu, par rapport à cette publication, soit des prises de conscience, soit une accélération pour justement combler les inégalités qui peuvent apparaître, quelle est, outre la transparence et l'information, est-ce que la publication de tels documents peut avoir un effet incitatif pour justement améliorer les zones qui sont les plus mal desservies? Merci Madame Cartron. La parole est à Marc Donis pour 2 minutes. Nous vous exprimons, et vous le savez, en des termes très courtois, policés, ce qui s'exprime sur nos territoires en des mots beaucoup plus crus et directs. D'accord ? Il y a une colère, et vous avez parlé d'inquiétude, doux euphémisme, elle s'est transformée en certitude. Les délais ne seront pas tenus. Et les déclarations du président de la République, que nous partageons dans leur volonté, apparaissent un vœu totalement inatteignable. Donc la question qui vous a été posée par Martial Bourquin est d'autant plus légitime que sur la dynamique actuelle. On regarde sur le développement de la fibre, au rythme, on aura 80% en 2035. Donc il faut intervenir de façon extrêmement lourde, déterminée et, je pense, à la hauteur. Ça, c'est ma première question. Qu'allez-vous faire? La deuxième, elle concerne le nouveau code des télécoms qui est actuellement en discussion au sein des instances européennes. Le Parlement européen aurait, semble-t-il, mis un coup d'arrêt aux demandes des opérateurs qui portaient notamment sur l'allongement de la durée des licences à 25 ans et sur la levée de certaines contraintes. Quelle est votre position? Troisième question, le président de la République, très offensif sur les questions de régulation des plateformes et de la fiscalité du numérique, confère le sommet de Tallinn début octobre 2017. Il a rappelé que les géants de l'Internet ne respectent pas les règles du jeu et utilisent leur position dominante pour empêcher d'autres acteurs d'émerger sur d'autres secteurs économiques. Vous-même, vous avez dressé un constat d'échec du même ordre. Dans les 7 secondes qui restent, je termine, l'article du Monde. Gardez-vous cependant l'espoir que l'Europe puisse avancer sur ces sujets. Merci Marc. Je donne la parole à Monsieur Chevrelier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCEP, vous nous demandez quels sont nos besoins et quelles sont les attentes dans nos territoires, la situation dans nos territoires. Je vous dirais que dans mon département de la Mayenne comme ailleurs, les attentes en matière de raccordement en très haut débit, en téléphonie mobile sont importantes compte tenu de l'importance pour l'attractivité des territoires ruraux sur les sujets de désertification médicale ou pour l'économie. Et sortant de campagne électorale, je peux vous dire que les attentes à la fois des citoyens et des élus sont grandes et c'est mêlé aussi avec un sentiment d'exaspération. Et dans notre région des Pays de la Loire, il y a une étude de Gigalis, qui est une application régionale dans les Pays de la Loire qui permet de mesurer réellement
l'état de la couverture en téléphonie mobile sur le territoire. Et il y a eu une collecte de données réalisée auprès du grand public et il en ressort qu'il y a 14 zones, soit environ 500 communes ligériennes qui présentent des carences particulières. L'étude montre que les zones non couvertes sont importantes et touchent toute la région à l'exception de la Loire-Atlantique. Donc face à cela, et afin d'assurer une meilleure couverture en téléphonie mobile et territoires ruraux, les collectivités, notamment la région, ont participé à 2 dispositifs mis en place par l'État. Le dispositif des centres-bourgs en zone blanche et soutenir donc la construction de 48 pylônes nécessaires. Leur construction a débuté et d'autres conventionnements avec des financements État-région. Donc, Monsieur le Président, dans ce contexte, vous, quelles sont les actions très concrètes que vous pouvez développer auprès des collectivités qui participent très largement à faire diminuer les problèmes de réception téléphonique et à faire respecter les obligations des opérateurs? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marc Courteau. Non, Roland, pardon. Pardon. Merci, Madame la Présidente. Oui, sur un sujet bien particulier. De plus en plus fréquemment, on voit que l'accès téléphonique à des services publics et services sociaux, je pense par exemple aux caisses d'allocation familiale, assurance maladie, assurance vieillesse, etc., se fait au travers de numéros surtaxés. Ce qui pose le problème de l'accès aux services publics pour les gens de conditions très, très modestes. Alors question, la régulation de ce type de numéros surtaxés entre-t-elle dans le champ des compétences de l'ARCEP? Si oui, que peut faire l'autorité? Et je voudrais ajouter que, certes, chacun peut constater que si certaines surtaxes téléphoniques ont baissé ces dernières années, en fait, dans un grand nombre de cas, la facturation totale de l'appel est en augmentation. Et en particulier, quand le temps d'appel dépasse les 2 minutes et 20 secondes. Et faites-leur confiance, les temps d'appel dépassent souvent, et même toujours, ces 2 minutes et 20 secondes. Je les ai même testés. Je peux même ajouter que certains CHU s'adonnent à de telles pratiques. Alors, ces pratiques-là constituent des abus manifestes. Que peut faire l'ARCEP par rapport à cela? Merci. Je donne la parole à Monsieur Longeau. Oui, merci. Moi je voudrais remercier Sophie Primas et Hervé Moret pour organiser cette audition. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait plusieurs auditions que l'on fait et j'ai l'impression que c'est toujours le même discours. Toujours le même discours, c'est de se dire, je ne sais pas si le mot sera assez fort, d'ailleurs on nous prend un peu pour des imbéciles parce qu'on nous donne des dates et après on nous en donne d'autres. Et puis la problématique, c'est que nos concitoyens, eux, ils nous écoutent, ils nous entendent et ils notent ce qu'on dit. Et derrière, on leur explique que, bah oui, à un moment donné, c'était ça, et puis aujourd'hui, c'est plus ça, puis peut-être que demain, ce sera ça, puis après-demain, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec nos concitoyens. Il faut qu'on arrête de les promener, de les mener en bateau. Puis je crois qu'aussi, il est quand même temps, parce que j'ai assisté dans cette même salle à une audition où il y avait les opérateurs, mais les opérateurs ont plutôt l'air de se chamailler entre eux, de jouer de la concurrence, de jouer effectivement à celui qui sera le meilleur et à celui qui réussira le mieux. Et puis nous, ben, on est dans le milieu et puis, ma foi, on est sur le terrain où on nous explique qu'on va s'en aller, qu'on ne va pas s'installer. Parce qu'il y a ceux qui partent, mais il y a ceux qui ne s'installent pas aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, eh ben, pour eux, c'est un vrai problème. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on en prenne conscience, parce que dire 2020 ou 2023, et puis on n'a encore pas donné de pourcentage, parce qu'on va donner le pourcentage de la population, effectivement, il y en aura 90%, ça c'est sûr, oui, mais 90% qui sont situés sur des mêmes endroits. Donc voilà, la question devient vraiment problématique, et puis se dire, mais quand est-ce qu'on va mettre en place des choses pour effectivement inciter les opérateurs à répondre à l'attente de nos concitoyens? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Anne-Catherine Loisier.
Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Donc, en complément de tout ce que viennent d'évoquer mes collègues par rapport à ces engagements qui ne sont pas tenus et à notre sentiment d'élus sur les territoires de ne plus pouvoir maîtriser ce qui se passe et avoir l'impression que les opérateurs, effectivement, finalement, n'ont pas véritablement de compte à rendre et qu'ils nous imposent au final leur calendrier et leurs contraintes. Moi, je m'interroge toujours sur les progrès technologiques et notamment sur d'autres solutions alternatives. On a pu alors, à l'occasion d'autres auditions, nous parler notamment du satellitaire, avec des déploiements importants à venir. Donc qu'en est-il? Pensez-vous que la solution satellitaire puisse être un des éléments, je dirais, du bouquet pour un peu de subsidiarité dans les cas les plus complexes ou les plus reculés? Merci. Bien, alors comme je n'ai plus de membres de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable à avoir demandé la parole, moi je vais me permettre de poser une question très précise. J'ai pu observer dans le département dont je suis élu, où je présidais un syndicat de déploiement du numérique, j'ai pu observer une attitude de la part de l'opérateur historique qui m'a profondément choqué et j'aimerais avoir votre réaction sur ce point. Au moment où nous allions activer un certain nombre de prises en fibre optique, l'opérateur historique a fait une démarche commerciale pour annoncer à tout le monde qu'il boostait leur débit et que subitement, ce qui n'était pas possible jusque-là, et c'est bien pour ça qu'on avait réalisé des investissements en fibre, était possible et il proposait une offre cuivre autour d'à peu près 50 mégas. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je ne vous cacherai pas que j'ai écrit au président d'Orange, puisqu'il s'agit évidemment d'Orange, que j'ai posé une question écrite au gouvernement. J'ai échangé avec un certain nombre de mes collègues, je crois en avoir parlé aussi à Patrick Chaise, qui m'a confirmé que malheureusement, c'était des pratiques qu'on n'observait pas seulement dans le département de l'Eure. Donc moi, je suis évidemment tout à fait choqué par cette attitude, parce qu'on investit, parce que l'opérateur n'investit pas, et au moment où l'investissement est réalisé et où on espère avoir un retour sur investissement, eh bien tout d'un coup, ce qui n'était pas possible le devient, et il fait une offre destinée à empêcher qu'on rentabilise cet investissement. Donc est-ce que c'est légal, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? C'est une attitude évidemment totalement contraire à l'intérêt général. Merci Monsieur le Président. J'ai encore deux commissaires qui veulent poser des questions. Jean-Claude Tissot. Oui, merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents. Moi, c'est juste, je vais être très bref, mais c'est une information que je tenais quand même à vous apporter. Moi, je suis du département de la Loire et on s'est pris en charge nous-mêmes, le département, à travers un syndicat d'énergie pour le FTTH, pour pouvoir délivrer la fibre partout, où que ce soit dans le département. Sauf que c'est nous qui avons financé. Et ça coûte 500 € par prise. Donc, ce sont les intercommunalités qui ont pris ça en charge. Donc, c'est donc plusieurs millions d'euros à notre charge et donc du coup à la charge du concitoyen, bien évidemment des habitants du département de la Loire. Donc ça c'est un premier constat que je voulais vous faire, mais aussi on parle de zones blanches et on s'en accommode presque, on dit oui bien évidemment il y a des zones blanches, mais on habite des territoires ruraux et souvent les zones blanches ce sont dans nos territoires ruraux et qui irriguent ces territoires ruraux, ce sont souvent des agriculteurs. Comment travaille aujourd'hui un agriculteur? Il travaille avec Internet du matin au soir pour la déclaration de ses animaux, des naissances, des morts, le commerce, etc., etc. La déclaration PAC, bien évidemment, est faite par Internet. Et sur mon propre village, là où je suis le maire, où j'étais le maire jusqu'à la semaine dernière, on a des zones blanches. Et ces agriculteurs sont obligés de venir faire leur déclaration soit chez leurs voisins, soit à la mairie. Donc vous voyez, on a déjà installé un système à plusieurs vitesses. Donc il ne faut pas attendre un calendrier, je suis désolé d'être aussi direct, mais ou alors, il faut qu'il y ait une règle particulière pour ces agriculteurs-là, leur laisser la possibilité de faire une déclaration PAC par papier, mais j'imagine que ce n'est pas la peine que j'écrive à qui que ce soit. Donc c'est pour ça que je m'adresse directement à vous pour vous demander instamment d'avoir véritablement une solution à offrir à ces gens-là. Merci. Merci beaucoup. Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vais être très bref. Tout ce qui a été dit, et notamment, je partage complètement le propos de notre collègue Longeau, pour avoir assisté à toutes les réunions, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'avance pas et qu'on se fout de nous. Je reste encore poli. Je voulais avoir une question. Votre avis sur ce qui se passe dans le Grand Est et les menaces de SFR par rapport à cette capacité de régler le problème qu'ils n'ont pas été capables de régler et surtout le trouble qu'ils sont en train de mener au niveau des citoyens et des contribuables en menaçant effectivement la collectivité régionale qui a pris en charge ce grand défi
sur le marché qui a été passé. Et puis une dernière remarque concernant la téléphonie mobile. Là, il ne se passe plus rien. Hein. Plus rien du tout. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, du numérique, mais sur les zones blanches, il n'y a plus aucun signe de vie. Donc là aussi, je souhaiterais qu'on ait un peu plus de précision sur votre capacité d'action, parce que quand vous cumulez les deux, c'est quand même un gros handicap. Et j'espère que la prochaine fois, on n'aura pas à reposer les mêmes questions. Si vous me le permettez, je vais finir par 2 petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'une potentielle, dans vos recommandations, de potentielle re-répartition dans les zones AMI entre les différents opérateurs, donc essentiellement donc, Orange et SFR. Est-ce que cette proposition ne porte pas en elle un danger? Moi, j'ai une nouvelle fois regardé comment le réseau Orange a déployé la fibre optique dans mon département. Indiscutablement, il y a une courbe d'expérience au début, une courbe pour trouver les gens formés, pour trouver les méthodes à agir avec EDF en particulier sur le partage des poteaux, etc. Tout ça est une courbe d'expérience que les autres opérateurs n'ont pas. Est-ce que si on répartit des zones, cette expérience ne va pas être gâchée, perdue, et ne va-t-on pas prendre le risque de reprendre du retard? Deuxième question, vous avez parlé dans vos recommandations d'un nouveau statut de réseau d'aménagement numérique avec des engagements des opérateurs contre lesquels vous pourriez donner un accès privilégié. Je n'ai pas compris cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça concerne, par exemple, encore une fois, GRDF? Est-ce que ça concerne des privés? Comment vous allez pouvoir donner des droits qui ne vous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas à l'État? Voilà, je n'ai pas compris ce concept. Merci. Bon, Monsieur le Président, je crois que vous avez de quoi répondre. Vous avez du grain à moudre. Merci. Comme je vous le disais, ces auditions sont pour nous essentielles pour comprendre les attentes des élus et du Parlement. Il y a un point qui a été évoqué de très nombreuses fois dans vos questions, qui est la question des engagements des opérateurs et de la valeur qu'ils peuvent avoir. Je voudrais, sur ce point, être extrêmement clair. Aujourd'hui, il y a un statut différent entre le mobile et l'Internet fixe sur ce point. Quand on parle de mobile, il y a des fréquences qui appartiennent à la nation. Et lorsque ces fréquences sont données, on peut enregistrer des obligations. Et lorsque ces obligations sont enregistrées, elles deviennent juridiquement contraignantes. Dans le fixe, aujourd'hui, ça n'est pas possible, puisqu'on n'a pas donné ces fréquences. Donc la première proposition que nous faisons aujourd'hui dans cet avis, c'est de dire qu'il faut rétablir l'équilibre et permettre aussi que dans le fixe, il puisse y avoir des engagements juridiquement contraignants, ce qui manque aujourd'hui. Donc, pour le dire autrement, toutes les annonces qui ont pu être faites de déploiement dans les zones denses, dans les fameuses zones AMI, et qui n'ont pas été respectées, aujourd'hui, c'est parce que ce dispositif n'a pas été mis en place. Donc nous proposons d'abord la mise en place systématique de ce dispositif, de créer des obligations légales, y compris dans l'Internet fixe, dans les zones AMI, et le cas échéant, dans les zones moins denses, lorsque ce sont des acteurs privés qui s'engagent dans ces déploiements. Une fois que nous avons, une fois que les obligations sont légalement opposables, croyez-moi que l'ARCEP fera son travail pour faire respecter la moindre obligation. Nous le faisons déjà aujourd'hui, excusez-moi, nous le faisons dans le mobile. Nous avons aujourd'hui un observatoire tous les 3 mois. Nous publions l'état des déploiements des opérateurs dans les zones moins denses. Nous avons sanctionné les opérateurs parce qu'ils étaient en retard sur un site. Donc nous ne laissons rien passer aux opérateurs. Rien passer aux opérateurs sur leurs obligations légales. Je dis bien rien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le niveau de ces obligations. Dites-nous-le, on le fait, on est là pour ça. Hein. Voilà. Donc, on est là pour ça, pour légiférer. C'est nouveau qu'on nous amène cela aujourd'hui. On peut peut-être laisser répondre le président de l'ARCEP. Oui, je vais développer. Donc ce que nous proposons, c'est que dans le fixe, les obligations et les bonnes paroles qui ont été données deviennent juridiquement contraignantes, de manière à ce que nous puissions les contrôler, les vérifier, donner toute la transparence, toute l'information, et qu'en cas de retard des opérateurs, nous les sanctionnons. Donc ça, c'est très clair. Dans le mobile,
Notre conviction à l'ARCEP, et je crois que je voudrais être extrêmement clair sur ce sujet, nous considérons que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et qu'il y a une souffrance extrêmement forte des Français par rapport à la couverture mobile. C'est pourquoi la première étape que nous avons voulu faire, c'est mettre les cartes sur table pour montrer la vérité de la situation. Maintenant, nous passons à l'action. Nous avons fait une proposition au gouvernement qui est une proposition, je dirais, historique dans l'histoire des télécommunications françaises, je tiens à le dire. Il y a des pays comme la Suède qui ont fait le choix il y a 15 ans, lorsqu'elles donnaient des fréquences aux opérateurs télécoms, de leur demander des obligations de couverture extrêmement ambitieuses. La contrepartie, c'est que les redevances qui ont été versées par ces opérateurs étaient plus limitées. Nous proposons très clairement au gouvernement de changer de modèle et de nous convertir au modèle suédois. C'est exactement la proposition que nous avons faite au gouvernement. Nous avons ces fréquences qui sont sur la table, 900, 1800, 2100, qui arrivent à échéance. Nous avons un levier historique à travers le renouvellement de ces fréquences pour obtenir, en échange de ce renouvellement, des engagements sans commune mesure. Je dis bien sans commune mesure avec ce que nous avons obtenu jusqu'à présent. Donc tous les calendriers dont vous faites état des 2027 et des 2029, etc., ça n'est pas le sens de ce que nous pensons qu'il faut obtenir des opérateurs. Et donc nous avons obtenu un mandat du gouvernement, sur la base de notre proposition, de négocier avec les opérateurs un renouvellement de ces fréquences en échange d'obligations qui changent profondément d'échelle par rapport à la situation actuelle. C'est le travail que nous sommes en train de conduire et nous allons faire très prochainement des propositions au gouvernement en ce sens. Parce que aujourd'hui, nous ne serions bien en peine de sanctionner des manquements des opérateurs à des obligations. Ce sont les obligations elles-mêmes qui sont insuffisantes. Et donc ce sont ces obligations que nous voulons changer. Et nous avons cette opportunité historique de le faire. Cela voudra dire que l'État accepte d'être moins gourmand sur les redevances. Donc il y a un moment où il y aura un choix qui devra être fait et nous proposerons au gouvernement une modération très forte des redevances. Au départ, à la fin, ce sera le choix du gouvernement. Parce que c'est le politique qui doit faire ce choix de savoir est-ce qu'on demande aux opérateurs télécoms de l'argent ou de la couverture du territoire, ça ne pourra pas être les deux. Voilà. En tout cas, nous dirons couverture, couverture, couverture. Très clairement. Un autre élément qui a été évoqué, c'est la question des contreparties, effectivement, qui pourraient être mises sur la table avec les opérateurs mobiles. Il nous semble que la principale contrepartie, c'est celle de cette modération des redevances. Il y en a d'autres qui sont en cours de discussion, comme des facilités de déploiement, qui pourraient amener des propositions législatives, qui seront, je pense, proposées par le gouvernement. Une autre question qui a été mise sur la table, c'est la question de caper l'IFER mobile, qui est une taxe qui, effectivement, est dynamique. Plus vous couvrez le territoire, plus vous payez de taxes, et donc il y a une question d'incitation. Ça, c'est entre les mains du gouvernement, et l'ARCEP n'a pas son mot à dire sur cette question. Donc, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous sur le mobile, c'est que nous partageons le constat d'une insuffisance très importante. Nous avons un levier pour changer d'échelle, et nous travaillons en ce sens. Et donc, cette audition, pour nous, était très utile pour comprendre vos priorités sur ce sujet. J'ai entendu notamment la question de dire la 2G, la 3G, c'est bien gentil, mais ce que veulent les Français aussi maintenant, c'est l'Internet, la 4G. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et c'est quelque chose que nous intégrerons tout à fait. Sur l'Internet fixe, je vais terminer. Sur l'Internet fixe, je crois que je suis désolé si j'ai été pas clair sur notre position vis-à-vis des SFR. Lorsque je dis qu'on ne peut que être heureux qu'un opérateur français veuille plus investir dans les territoires, c'est une posture de principe que je souhaite partager avec vous. Mais ensuite, il me semble que j'ai été très clair sur le fait que nous ne laisserons pas semer le désordre et la désillusion dans les territoires. Et que la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est très clairement de renforcer le modèle actuel et de dissuader d'éventuels comportements qui viendraient mettre la pagaille dans les territoires avec des tentatives de débauchage et d'intimidation. Et donc la proposition que nous faisons, donc je réponds à la question de Madame la Présidente, en ce qui concerne ce statut de réseau d'aménagement numérique, de quoi s'agirait-il? Il s'agirait typiquement, imaginez un territoire, le Grand Est, par exemple, la question a été posée,
Si le Grand Est venait effectivement à prendre, à réaffirmer ses engagements de couverture, eh bien, voilà. Si ce statut était adopté, ce statut nécessite une modification législative. Hein, il n'existe pas. Notre proposition, c'est de dire notre proposition de ce statut de réseau d'aménagement numérique nécessiterait une modification législative. Comme je sais que certains membres de la commission de l'aménagement du territoire y réfléchissent, voilà, je livre les propositions de l'ARCEP. Ce statut, par exemple, la région Grand Est pourrait l'avoir, et ça voudrait dire très clairement que ensuite, à chaque fois qu'il y aurait une ressource rare dans les déploiements, la région Grand Est serait prioritaire sur SFR si SFR voulait déployer un réseau en parallèle sans avoir la même ambition territoriale. Aujourd'hui, on n'entend pas, enfin, on comprend que SFR travaille avec des communes ou des EPCI, pas avec une région aussi importante que le Grand Est, et donc ne pourrait pas prétendre, dans ce cas, à ce statut. Ça voudrait dire très clairement que le Grand Est passerait devant. Ça veut dire que quand il y a un poteau sur lequel il y a la place de passer qu'un réseau, eh bien c'est le Grand Est qui passe et pas SFR. C'est ça le sens de notre proposition. Donc, il y a des questions de nature juridique à vérifier parce que ça peut poser des questions. Nous ne souhaitons pas embarquer des propositions qui seraient aventureuses, donc il y a certainement un travail juridique à faire. Dans le même temps, la Commission européenne, comme ça a bien été dit par Patrick Chaise, fait des ouvertures sur le sujet. Le travail du Code européen des télécoms, qui est une révision de fond en comble des directives européennes, prévoit justement de lutter contre les risques de ce qu'on appelle overbuilding, c'est-à-dire un opérateur qui n'aurait pas manifester d'intention d'investissement et qui finalement arriverait et qui déploierait un réseau. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? La Commission européenne, le Parlement européen sont ouverts sur ces propositions. Bon, voilà pour les, je dirais, c'est les principales réponses que je voulais vous faire par rapport à ces différents éléments. Peut-être pour rentrer dans quelques questions plus techniques qui ont pu être posées. D'abord, concernant les territoires des Antilles, ce que je souhaite dire de manière très claire, c'est que l'ARCEP est associé aux travaux de la personnalité qualifiée du préfet qui a été chargé de remettre sur pied les territoires qui ont été dévastés. Donc nous travaillons en lien étroit avec cette équipe et nous avons bien entendu votre demande d'avoir accès à des fréquences pour pouvoir aller plus vite que l'Internet fixe, qui évidemment met plus de temps à déployer. Donc nous sommes en train de regarder effectivement dans ces territoires en particulier, quelles sont les bandes de fréquences qui pourraient être dégagées très rapidement pour répondre à cette demande. Donc je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui, mais en tout cas le point a bien été entendu. En ce qui concerne la question du chiffrage, 3500 ou 10 000 pylônes, quel est le niveau d'attente quel est le niveau de couverture du territoire qui est nécessaire? Ce sont des chiffrages qui sont encore en cours, donc je ne peux pas vous répondre directement. Jacques Mézard a évoqué un chiffrage entre 10 000 et 15 000 pylônes qui pourrait être un déploiement complémentaire à apporter dans les territoires. C'est un chiffrage qui me paraît intéressant en première approche et c'est bien sur ce type d'échelle que nous sommes en train de travailler au niveau de l'ARCEP dans les travaux gouvernementaux. Concernant la question du repartage de la zone AMI et le retard potentiel que cela pourrait prendre, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas qu'on perde du temps en palabres. Et donc notre proposition au gouvernement, c'est d'apporter une révision extrêmement rapide de ce schéma de partage, sinon ça ne sert à rien. Donc ce qui serait idéal, c'est que d'ici la fin de l'année, il puisse y avoir un repartage de manière à ce que tout le monde reparte avec de nouvelles ambitions qui puissent être confirmées de manière juridiquement contraignante. Concernant l'allongement des durées des licences dans le cadre de la discussion européenne, donc effectivement, la Commission a proposé que dorénavant, toutes les attributions de fréquences dans n'importe quel pays européen se feraient pour au moins 25 ans. Moi, ce que je constate, c'est que si les fréquences 900, 1800 et 2100 avaient été données pour 25 ans, la discussion qu'on aurait aujourd'hui avec le secteur, elle ne serait pas possible. Elle aurait lieu dans 10 ans. Donc nous considérons qu'il faut être pragmatique et avoir de la souplesse. Oui, à de la prévisibilité au secteur économique. Oui, bien sûr, quand on investit dans un réseau mobile, c'est pour au moins 5 ou 10 ans.
mais pas forcément 25 ans. Donc il faut garder la souplesse qui permet de s'adapter. C'est la position portée par le BEREC, qui est l'organe des régulateurs européens que je préside cette année et que nous avons fait valoir auprès des autorités compétentes. Concernant les numéros surtaxés, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Malheureusement, le travail de l'ARCEP en la matière est modeste. Nous nous contentons de définir des règles du jeu pour les personnes qui utilisent différentes tranches de numéros. En revanche, nous ne pouvons pas obliger tel secteur public à choisir un numéro gratuit plutôt qu'un numéro payant. C'est du ressort du gouvernement, c'est du ressort de la loi, mais ça ne peut pas être du ressort du régulateur. Donc c'est à la loi, le cas échéant, de l'étendre ou d'en modifier les... En tout cas, nous ne pouvons pas nous substituer aux législateurs sur ce sujet en étendant le champ. Concernant les options satellitaires, elles font évidemment partie du panier des solutions, elles font tout à fait partie du plan France Très Haut Débit, et dans le cadre de la couverture du territoire en bon débit pour tous en 2020, c'est évidemment une solution qui est particulièrement regardée par le gouvernement dans le panier de solutions. Pierre-Jean Bengozi, vous vouliez... Peut-être pour préciser sur les échéances et les obligations sur mobile. Hein, vous avez relevé le terme maladroit sans doute d'améliorer significativement. L'idée est bien de s'inscrire dans des objectifs qui sont des objectifs de couverture en 2020. Le problème, c'est qu'il y a une distinction à faire entre à la fois être en mesure dès 2020 de fournir le service à tous et l'objectif d'avoir une couverture macro, globale, de 100% du territoire à l'échéance 2020. Ce qu'on propose et ce qu'on voit, c'est de proposer effectivement un service qui soit ouvert à tous dès 2020, donc en combinant des solutions qui passent par la mutualisation d'un certain nombre de pilotes, comme c'est le cas déjà pour les zones blanches, qui passent par un guichet sous une forme élargie par rapport à celui qui peut être dans France Mobile, qui passe par l'utilisation, le cas échéant, de solutions de couverture à la demande en imposant aux opérateurs de fournir des solutions de type répéteur, femtocell, voix sur Wi-Fi, etc. pour fournir ces solutions, et bien entendu par des obligations de couverture. Mais le 100% de la population ne pourrait pas être fait en 2 ans. Pour des raisons techniques, etc. Donc on réfléchit à la fois à fournir le service à très court terme et en même temps de maintenir des objectifs ambitieux de couverture qui ne soient pas repoussés au calendrier grec ou à 2030, mais qui soient plus courtes en termes de couverture totale, avec un troisième objectif qui est que sur toute la durée des attributions des fréquences, les opérateurs continuent à investir et continuent à améliorer leur couverture. Donc le cas échéant, fournir des objectifs à long terme est aussi une façon pour nous de forcer les opérateurs à continuer à investir tout au long de la période et pas de se dire ça y est j'ai couvert et je m'arrête pendant 10 ans en attendant la prochaine vague. Donc on est bien sur ces 3 niveaux d'action. Des solutions pour fournir le service à tous de 2020. 2, des obligations de couverture ambitieuses rapprochées par rapport aux échéances qui étaient les échéances normales. Et 3, un mécanisme qui incite les opérateurs à continuer à investir tout au long de la période. Merci. Je voulais également revenir sur 2 questions techniques qui ont été posées. Donc la première par Hervé Moret sur les démarches commerciales d'Orange intervenant en modernisant son réseau de manière spontanée, un peu en concurrence entre guillemets avec des réseaux publics. Nous avons effectivement une demande de la part du gouvernement qui serait de donner davantage de prévisibilité sur l'arrivée des solutions technologiques, c'est-à-dire qui permet de dire j'habite ici, qu'est-ce que je vais avoir comme solution dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, à la fois sur le fixe et sur le mobile. Alors c'est un travail assez compliqué pour être honnête. Donc l'agence du numérique a initié un travail. Donc aujourd'hui vous avez un observatoire du très haut débit qui commence à donner un début de transparence. On a compris que c'était un début mais que c'était pas insuffisant. Et donc on est en discussion avec le gouvernement pour récupérer et enrichir cet observatoire pour donner davantage de visibilité, y compris aux élus, dans effectivement la conduite de leur projet,
puisqu'effectivement, en matière d'aménagement numérique du territoire, la prévisibilité et je veux dire le fait de ne pas être pris en traître, entre guillemets, est évidemment un élément essentiel pour pouvoir déployer une stratégie de long terme. Concernant la question des zones fibrées, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est bien une idée distincte du réseau d'aménagement numérique. Donc la zone fibrée, c'est un statut qui serait donné à des territoires qui sont très engagés dans le déploiement de la fibre, de manière à organiser une espèce de passage de relais entre le réseau téléphonique aujourd'hui et le réseau fibre qui a vocation demain à supporter tous les usages. C'est vraiment ça la logique de ce système, de ce label. Et donc l'idée, ce serait qu'une fois que le label est donné, on arrête d'installer des nouveaux réseaux en cuivre, qui est déjà quand même quelque chose, un signal assez important. Et puis par ailleurs, il y a des enjeux de communication pour la ville, de pouvoir indiquer qu'elle est une ville fibrée, donc quelque chose qui peut être un élément d'attractivité d'une manière générale. Il y a un deuxième étage de la fusée qu'il faudra construire un jour, qui est comment est-ce qu'on éteint de manière un peu proactive le réseau en cuivre pour basculer vers la fibre. Alors on est conscient que c'est quelque chose qu'il faudra faire un jour. Nous pensons que c'est trop tôt. C'est-à-dire nous pensons qu'il faut déjà faire vivre les réseaux en fibre, qu'on ait bien réussi à faire transférer tous les usages du cuivre vers la fibre, ce qui n'est pas encore totalement acquis. Il y a des choses, des ascenseurs avec des systèmes télécommandés ou d'alerte qu'il faut qu'on arrive à faire basculer. Il y a des usages, notamment dans les centrales électriques, des systèmes de maintenance, etc. Donc le diable est dans les détails, et donc il faut qu'on trouve toutes les solutions pour vraiment pouvoir basculer ces usages et qu'on puisse un jour vraiment pleinement éteindre ce réseau. Il y a évidemment aussi un enjeu patrimonial, qui est que ce réseau appartient à Orange, que donc l'éteindre, c'est priver Orange de potentialités de revenus importants, et donc il y a un enjeu évidemment financier derrière qui dépasse largement l'ARCEP et qui devra en temps utile mobiliser le pouvoir politique. Oui, si vous permettez, Franck Montaugé a une dernière petite question. Merci Madame la Très Présidente. exceptionnelle. Oui, c'est gentil. Merci. Demande de précision, si ce n'est d'explication. Vous avez dit vouloir utiliser l'opportunité du renouvellement des licences 2G, 3G pour peser dans la négociation avec les opérateurs. J'ai du mal techniquement à comprendre l'intérêt que représentent ces licences quand aujourd'hui on parle de 4G, voire de 5G sur le territoire. Voilà, premier élément. Et deuxième question, vous avez parlé de l'échéance pour le renouvellement de ces licences 2021-2024. Est-ce à dire que rien ne se passe ou pas grand-chose d'ici 2021 ? Merci. Alors, très bonne question, très bonne question. Effectivement, ces fréquences ne sont peut-être pas au cœur du développement du marché, mais elles sont néanmoins totalement indispensables. Aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques continuent à utiliser massivement ces fréquences pour des services de voix, des services de SMS ou des services de data qui ne sont pas haut débit. Et donc, l'hypothèse pour ces opérateurs de ne plus pouvoir disposer de ces fréquences est quelque chose qui peut générer beaucoup d'inquiétudes. Et inversement, le fait d'être rassuré sur le fait qu'ils vont pouvoir continuer à les utiliser est quelque chose qui a potentiellement de la valeur pour ces acteurs. Et donc c'est bien cela qui crée un espace de discussion. Et donc je vous confirme pleinement et entièrement que le champ de discussion est d'avoir des engagements de couverture qui commenceraient dès maintenant, dès la fin de la négociation, donc dès 2018, 2019, 2020 et au-delà, qu'il puisse y avoir des engagements de couverture qui soient très très forts de la part des acteurs. Dernier point, on n'a pas du tout parlé de solutions satellitaires. Moi, je ne crois pas à la... Si, on en a parlé. Bon, alors Ok, excusez-moi, j'ai eu... Petite absence. Juste d'un mot, pour la question sur les cartes ont été posées à propos de Nouvelle-Aquitaine par un Cartron. Alors, c'est il y a quelques mois, donc bien entendu on n'a pas d'effet direct. Le premier effet qu'on a, puisqu'on a vérifié ces cartes sur le terrain, c'est que ça nous a permis de calibrer la qualité des cartes qui étaient fournies par les opérateurs et de travailler avec les opérateurs pour que chacun d'eux, effectivement, ait des cartes qui soient de plus en plus fiables. Donc ça, c'est un effet direct qui a pu être fait et qu'on va prolonger sur les contrôles qu'on fera au niveau national cette année.
Bien, monsieur le Président, monsieur le membre du Collège, merci beaucoup. Je crois que cette audition a été intéressante pour nous, mais je pense qu'elle l'a été aussi pour vous, parce qu'elle a bien reflété ce sentiment d'impatience, cette expression d'impatience et de mécontentement que j'ai par ailleurs essayé de vous exprimer aussi dans d'autres cadres. Je voudrais dire à Martial Bourquin, même s'il est parti, qu'on ne peut pas reprocher à l'ARCEP de ne pas appliquer des sanctions lorsque l'ARCEP n'a pas ce pouvoir. Et on a été, depuis un certain nombre d'années, pas mal de sénateurs dans cette maison à demander à ce que les engagements des opérateurs soient opposables et à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises. Et jusqu'à présent, on n'a jamais pu vraiment inscrire ça dans la loi sur la partie Internet fixe. Donc je crois qu'il faut absolument le faire. Et moi, je me réjouis de voir que l'ARCEP évolue positivement dans ses positions, puisqu'on retrouve quand même dans vos propos et dans votre avis deux demandes du Sénat depuis longtemps. C'est premièrement que l'on prenne en priorité la préoccupation aménagement du territoire comme critère, et pas uniquement, comme ça a été le cas, et là aussi on a été nombreux à le dénoncer depuis des années, la partie on essaie de faire, si vous me permettez l'expression, cracher le plus possible les opérateurs, on prend les opérateurs comme des vaches à lait et en échange on leur demande rien du tout. On a été un certain nombre au Sénat à dire qu'il fallait changer d'approche, et vous dites la même chose aujourd'hui. On en est tout à fait ravis. Et je crois également le deuxième point, c'est, non, je l'ai dit déjà, c'est la nécessité d'avoir des engagements qui soient vraiment opposables avec des sanctions. Madame Prima, pardon. Oui, juste pour terminer, moi je me réjouis également que l'ARCEP propose au gouvernement un deal avec les opérateurs qui soit effectivement peut-être moins de redevances, mais plus d'engagement et avec la nécessité de fonction. Je crois que c'est ça le cercle vertueux, parce qu'on ne peut pas demander aux opérateurs d'être toujours moins chers et d'être dans les zones qui ne sont pas rentables économiquement, et en même temps leur demander des redevances qui sont trop élevées. Donc je pense que la position, d'autant plus que quand on demande des redevances trop élevées, alors ce sont les fonds publics par les collectivités territoriales qui viennent à la rescousse de l'aménagement du territoire. Donc je pense qu'il y a là une contradiction et que je me réjouis si vous arrivez à la lever. Voilà, merci beaucoup. Juste un mot, je suis désolé, j'ai oublié d'émettre quand même un souhait, c'est que le Parlement soit un petit peu plus associé à tout cela. Et notamment sur les cahiers des charges, si on pouvait être consulté au niveau du Parlement, au niveau de nos commissions, je crois que ce serait utile, parce qu'en matière de numérique, je vous l'ai dit l'autre jour, il y a beaucoup de choses qui se sont faites totalement par voie réglementaire et totalement sans que le Parlement soit consulté sur le sujet. Donc je crois pouvoir, voilà, en notre nom à tous, émettre ce souhait. Voilà donc pour cette audition de Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Ils étaient interrogés en particulier sur la couverture numérique des territoires. Une nécessité bien sûr qu'il a soulignée, tout en notant que les échéances du gouvernement 2020 et 2022 lui semblent irréalisable pour respecter cet objectif final de raccordement de 100% des Français au très haut débit d'ici 2022. L'ARCEP insiste notamment sur la nécessité de veiller à la cohérence du déploiement des réseaux de fibre optique. Puis enfin, dans cette audition, l'autorité révèle que les déploiements des opérateurs privés, notamment SFR, restent insuffisant pour respecter ces engagements, y compris dans les grandes villes. L'ARCEP appelle donc à une accélération très sensible de ces efforts. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir cette audition sur notre site internet publicsénat.fr.